Je lisais. Que lisais-je? Oh, le vieux livre austère, le poème éternel. La Bible? Non, la terre. J'épelle les buissons, les brins d'herbe, les sources. Et je n'ai pas besoin d'emporter dans mes courses mon livre sous mon bras, car je l'ai sous mes pieds. Et je m'en vais devant moi dans les lieux non frayés, et j'étudie à fond le texte, et je me penche, cherchant à déchiffrer la corolle et la branche. Donc, courbé, c'est ainsi qu'en marchant, je traduis la lumière en idées, en syllabes les bruits. J'étais en train de lire un chant, page fleurie. Je fus interrompu dans cette rêverie. Un doux martinet noir avec un ventre blanc me parlait. Il disait: Ô pauvre homme, tremblant entre le doute morne et la foi qui délivre, je t'approuve, il est bon de lire dans ce livre. Lis toujours, lis sans cesse, ô penseur agité, et que les chants profonds t'emplissent de clarté. Il est sain de toujours feuilleter la nature, car c'est la grande lettre et la grande écriture. Dans l'espèce d'écran diapré d'états différents que, tandis que je lisais, déployait simultanément ma conscience, et qui allait des aspirations les plus profondément cachées en moi-même jusqu'à la vision toute extérieure de l'horizon que j'avais au bout du jardin, sous les yeux, ce qu'il y avait d'abord en moi de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, c'était ma croyance en la richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais, et mon désir de me les approprier, quel que fût ce livre. Or, il faut savoir que Don Quichotte, dans les moments où il restait oisif, c'est-à-dire à peu près toute l'année, s'adonnait à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse et même de l'administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu'il vendit plusieurs arpents de bonne terre à labourer pour acheter des livres de chevalerie à lire. Aussi en amassa-t-il dans sa maison autant qu'il put s'en procurer. Mais de tous ces livres, nul ne lui paraissait aussi parfait que ceux composés par le fameux Feliciano da Silva. En effet, l'extrême clarté de sa prose le ravissait et ses propos, si bien entortillés, lui semblaient d'or. Surtout quand il venait à lire ses lettres de galanterie et de défi, où il trouvait écrit en plus d'un endroit: La raison de la déraison qu'à ma raison vous faites affaiblit-elle ma raison, qu'avec raison je me plains de votre beauté. Et de même, quand il lisait les hauts cieux qui, de votre divinité, divinement, par le secours des étoiles, vous fortifient et vous font méritante des mérites que mérite votre grandeur. avec ses propos et d'autres semblables, le pauvre gentilhomme perdait le jugement. Il passait les nuits et se donnait la torture pour les comprendre, pour les approfondir, pour leur tirer le sens des entrailles, ce que Aristote lui-même n'aurait pu faire s'il fût ressuscité tout exprès pour cela. Ces deux commerces, l'amour et l'amitié, sont fortuits et dépendants d'autrui. L'un est ennuyeux par sa rareté, l'autre se flétrit avec l'âge. Ainsi, ils n'eussent pas assez pourvu aux besoins de ma vie. Le commerce des livres, qui est le troisième, est bien plus sûr
et plus à nous. Il cède au premier les autres avantages, mais il a pour sa part la constance et facilité de son service. Il me décharge du poids d'une oisiveté ennuyeuse et me défait à toute heure des compagnies qui me fâchent. Il émousse les élancements de la douleur, si elle n'est du tout extrême et maîtresse. Pour me distraire d'une imagination importune, il n'est que de recourir au livre. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. Pendant qu'on le frictionnait, on lui lisait quelques pages des Saintes Écritures à voix haute et claire, avec la prononciation requise. Suivant le thème et le sujet du passage, bien souvent, il s'appliquait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu dont la majesté et les merveilleux jugements apparaissaient à la lecture. Puis il allait au lieu secret excréter le produit de digestion naturelle. Là, son précepteur répétait ce qu'on avait lu et lui expliquait les passages les plus obscurs et les plus difficiles. En revenant, il considérait l'état du ciel, regardant s'il était comme il l'avait remarqué la veille au soir et en quel signe entrait le soleil et aussi la lune ce jour-là. Cela fait, il était habillé, peigné, coiffé, apprêté et parfumé, et pendant ce temps, on lui répétait les leçons de la veille. Lui-même les récitait par cœur et y appliquait des exemples pratiques concernant la condition humaine. Ensuite, pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Cela fait, il sortait, toujours en discutant du sujet de la lecture, et allait faire du sport au Grand Brac ou dans les prés. Il jouait à la balle, à la paume, au ballon à 3, s'exerçant élégamment les corps comme il s'était auparavant exercé les âmes. Je me retrouvais dans une galerie hexagonale dont les murs étaient cachés par des étagères de livres. Au centre de cette galerie, un puits permettait de voir au-dessus et en dessous d'autres galeries hexagonales à perte de vue. Elles étaient reliées par des limbiranes de couloirs et d'escaliers en colimaçon. Un vieillard, probablement un bibliothécaire, contemplait le puits. Je m'approchais. « Qui êtes-vous et où sommes-nous » ? Je suis Jorge de Burgos et nous sommes dans une des galeries de la bibliothèque de Babel. Comment fait-on pour sortir d'ici ? On ne peut sortir d'ici. Cette bibliothèque est infinie. C'est l'univers dans lequel les hommes naissent, vivent et meurent. Je compris qu'il croyait en l'existence de l'infini actuel. En me montrant les miroirs jalonnant les galeries et multipliant les images, il ajouta « Ces miroirs qui multiplient les images rappellent que la bibliothèque est infinie. Nous sommes au centre de la bibliothèque. Dans un espace infini, on est toujours en son centre. Et ses frontières sont inaccessibles. Que veux-tu que je te lise, mon chéri ? Les fées. Ma mère me fit asseoir en face d'elle sur ma petite chaise. Elle se pencha, baissa les paupières, s'endormit. De ce visage de statue sortit une voix de plâtre. Je perdis la tête. Qui racontait ? Quoi ? Et à qui ?
Ma mère s'était absentée. Pas un sourire, pas un signe de connivence. J'étais en exil. Et puis, je ne reconnaissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance? Au bout d'un instant, j'avais compris. C'est le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me faisaient peur. C'était de vrais mille-pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches en mots inconnus. Elles s'enchaînaient d'elles-mêmes et de leurs méandres sans se soucier de moi. Quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance. Et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin sans me faire grâce d'une virgule. Assurément, ce discours ne m'était pas destiné. Quant à l'histoire familière que ma mère me racontait souvent quand elle me débarbouillait, en s'interrompant pour me frictionner, elle s'était endimanchée. Le bûcheron, la bûcheronne et leur fille, la fée, toutes ces petites gens, nos semblables, avaient pris de la majesté. On parlait de leur guenille avec magnificence. Les mots déteignaient sur les choses, transformant les actions en rites et les événements en cérémonies. Le rêveur est à sa table. Il est en sa mansarde. Il allume sa lampe. Il allume une chandelle. Il allume sa bougie. Alors je me souviens. Alors je me retrouve. Je suis le veilleur qu'il est. J'étudie, comme il étudie. Le monde est pour moi, comme pour lui, le livre difficile éclairé par la flamme d'une chandelle. Car la chandelle, compagne de solitude, est surtout compagne de travail solitaire. La chandelle n'éclaire pas une cellule vide. Elle éclaire un livre. Seul, la nuit, avec un livre éclairé par une chandelle. Livre et chandelle, double flot de lumière, contre les doubles ténèbres de l'esprit et de la nuit. J'étudie. Je ne suis que le sujet du verbe étudier. Mais la chandelle s'éteindra avant que le livre difficile soit compris. Il ne faut rien perdre du temps de la lumière de la chandelle, des grandes heures de la vie studieuse. Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d'étudier, je rêve. Alors les heures ondulent dans la solitaire veillée. Les heures ondulent entre la responsabilité d'un savoir et la liberté des rêveries. Cette trop facile liberté d'un homme solitaire. Le livre est créature fragile. Il souffre de l'usure du temps, craint les rongeurs, les intempéries, les mains inhabiles. Si pendant 100 et 100 ans, tout un chacun avait pu librement toucher nos manuscrits, la plus grande partie d'entre eux n'existerait plus. Le bibliothécaire les défend donc non seulement des hommes, mais aussi de la nature, et consacre sa vie à cette guerre contre les forces de l'oubli, ennemies de la vérité. Enfin, notre Hidalgo s'acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin et ses jours du matin au soir.
Si bien qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de manière qu'il vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres. Enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes et extravagances impossibles. Et il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'inventions rêvées était la pure vérité, qu'il n'y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Il disait que le Cid, Ruy-Dias, avait sans doute été bon chevalier, mais qu'il n'approchait pas du chevalier de l'ardente épée, lequel, d'un seul revers, avait coupé par la moitié 2 farouches et démesurés géants. Il faisait plus de cas de Bernard del Carpio, parce que dans la gorge de Roncevaux, il avait mis à mort Roland, l'Enchanté, s'aidant de l'adresse d'Hercule quand il étouffa Anté, le fils de la terre, entre ses bras. Il disait grand bien du géant Morgan, qui, bien qu'issu de cette race géante, où tous sont arrogants et discourtois, était lui seul affable et bien élevé. Mais celui qu'il préférait à tous les autres, c'était Renaud de Montauban, surtout quand il le voyait sortir de son château et détrousser autant de gens qu'il en rencontrait. Ou voler, par-delà le détroit, cette idole de Mahomet qui était toute d'or. À ce que dit son histoire. Ce qui importe n'est pas de lire, mais de relire. Peu de livres changent une vie. Quand ils la changent, c'est pour toujours. Il va falloir qu'un jour, enfin, je me décide à lire les livres que depuis 30 ans, je conseille à mes amis de lire. Le grand inconvénient des livres nouveaux est de nous empêcher de lire les anciens. Certains livres se lisent à la cuisine, l'autre au salon, d'autres au salon. Un vrai bon livre se lit n'importe où. On devrait fonder une chaire pour l'enseignement de la lecture entre les livres. L'art de lire consiste à savoir sauter les pages. Il n'y a jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Depuis l'Évangile jusqu'au contrat social, ce sont les livres qui ont fait les révolutions. Et si je n'avais pas lu Hegel, Ni La princesse de Clèves. ni Les chats de Lévi-Strauss, ni l'anti-Oedipe, Le livre que je n'ai pas lu et qui souvent m'est dit avant même que j'aie le temps de le lire. ce pourquoi peut-être je ne le lis pas. Ce livre existe, au même titre que l'autre. Il a son intelligibilité, sa mémorabilité, son mode d'action. N'avons-nous pas assez de liberté pour recevoir un texte hors de toute lettre ?